Alors pour cette nouvelle table ronde sur la cybersécurité, je vais appeler plusieurs personnes sur scène. Bon, merci à tous et à toutes surtout d'être présentes aujourd'hui pour cette table ronde donc, sur la cybersécurité. Alors j'ai donc Arwa Biri qui est fondatrice FR Cyber WISEC, donc une société de cybersécurité dédiée aux PME et start-up. Agnès Diallo, exécutive VP Digital Services de InGroup, qui est anciennement Imprimerie Nationale et qui est aujourd'hui donc expert dans la gestion et la protection des données. Et enfin, Diane Wanji, CEO et fondatrice de Stratechno, entreprise de consulting et de formation en cybersécurité et protection des données. Et monsieur donc Martin, je pense, on dit Martin McCourt. Vous avez été pendant plus de 15 ans au COMEX donc de Gemalto. Et maintenant, vous êtes administrateur dans plusieurs sociétés, dont, alors j'ai noté Sierra Wireless, ID Now, qui vient de faire une belle acquisition d'ailleurs en France, et Comap. Mais merci beaucoup à vous d'être là, de passer après le fameux sujet NFT, donc on attendait beaucoup. Donc on va parler cybersécu, puisque forcément c'est un sujet les services financiers n'échappent pas à toutes ces problématiques, et notamment aussi les fintechs, j'imagine qu'il y en a dans la salle. Et on va peut-être commencer cette table ronde par évoquer un sujet qui est un peu d'actualité, que j'imagine que vous avez un petit peu dans vos dossiers, qui concerne l'identité numérique, puisque la Commission européenne a proposé donc un cadre législatif européen sur l'identité numérique qui va permettre en fait aux citoyens, aux entreprises de prouver. Donc on va pouvoir prouver notre identité, transférer des documents via un portefeuille d'identité numérique, et ils pourront aussi accéder à des services en ligne grâce justement à ce wallet. Et alors, j'imagine chacun, vous avez des choses à nous dire là-dessus, mais peut-être est-ce qu'on peut dresser déjà un peu quels sont les enjeux liés à ce gros projet qui risque d'arriver prochainement. Alors peut-être, allez, honneur aux garçons du coup. Bon, je pense si c'est bien fait, ça va être une vraie lame de fond dans l'industrie. Parce que pendant des années, tout le monde s'est focalisé sur l'authentification. Et si vraiment on peut identifier les individus et ils peuvent partager de manière sélective leurs attributs, ça change le donne. Donc, ce n'est pas dire que les plateformes d'authentification seront caduques, mais ils seront challengés parce qu'on déplace le problème. Et pour les gens qui veulent faire des startups dans la salle, il y en a peut-être un ou deux, je pense que ça veut déporter le problème parce que longtemps, c'était un sujet un peu serveur et cloud. Et maintenant, si toute notre identité est stockée dans le téléphone, ça va être l'endroit, vraiment, la bataille va se centrer sur le téléphone. Peut-être Agnès, j'imagine que vous avez... Juste pour peut-être qu'on puisse toucher du doigt aussi l'importance du sujet. Je pense que j'avais juste envie de rappeler quelques éléments. On estime qu'en France, il y a au moins 200 000 personnes il faut que ça soit tout près, on m'a dit, qui sont victimes de fraude à l'identité. Il y a 7 entreprises sur 10 chaque année qui se déclarent victimes d'une tentative de fraude. Et dans le secteur qui nous concerne aujourd'hui, la banque et l'assurance, on estime que les transactions de vérification du KYC, c'est 60 milliards de vérification chaque année. Donc du coup, derrière, vous imaginez le coût et la friction que ça suscite à la fois pour les usagers et le secteur. Et je suis assez d'accord avec ce que Martine disait. Je pense que le package européen autour de l'identité digitale, c'est vraiment une lame de fond. Moi, toute proportion gardée, j'y pense, je fais le parallèle avec l'euro, où à l'époque, en fait, on avait à travers un billet la possibilité d'aller d'est en ouest avec le même billet. Là, avec une seule identité, on va pouvoir se déplacer dans l'ensemble de l'Europe. Cette identité, elle sera sécurisée, elle sera standard, ce qui veut dire qu'elle sera reconnue par tous les acteurs, ou elle devrait l'être du moins, reconnue par tous les acteurs dans l'ensemble de l'espace européen. Ce que ça veut dire, c'est l'ambition de ce package, c'est finalement, à travers l'identité digitale, d'apporter encore plus de sécurité à l'espace digital. Super. Est-ce que peut-être, Arwa, est-ce que c'est un sujet déjà que vous avez commencé à aborder peut-être avec vos clients, les startups, les PME, ou alors là vous dites là non, de toute façon on n'en est qu'au tout début. Non, effectivement, c'est un sujet qu'on suit de près, parce que en fait, faut savoir que au-delà de la proposition de loi donc liée à l'identité numérique européenne, qui est une révision de l'EDAS, si l'EDAS ça vous parle également. Donc du coup, en fait, il y a une recommandation de la Commission qui dit que d'ici septembre 2022, les États membres doivent faire en fait une boîte à outils, donc tout ce qui est architecture technique, tout ce qui est normes.
Et donc, du coup, ça veut dire que, en fait, d'ici septembre 2022, ça sera architecturé, en fait, cette identité numérique qui serait du coup applicable au niveau de l'Europe. Et donc, du coup, ça, de par les clients, c'est quelque chose qu'on suit de près parce que ça aura un impact sur comment se fait l'identification, l'authentification, aussi par rapport au KYC. Donc, du coup, là, on est en train de parler de plus en plus sur comment, en fait, articuler tout ce qui est KYC, tout ce qui est authentification forte et tout ce qui est paiement. Donc, du coup, en fait, l'identité numérique a des clés par rapport à ça. D'accord. Et peut-être pour terminer, du coup, Diane, un petit mot là-dessus. Est-ce que c'est déjà quelque chose sur lequel vous vous penchez aussi? Alors, ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel je me penche aujourd'hui parce que je suis un peu comme Arwa, j'ai beaucoup de clients qui sont plutôt des PME, mais je rejoins Arwa aussi, c'est une évolution du règlement IDAS et on a bien vu que ce règlement n'a pas forcément été correctement adopté ou implémenté par les entreprises, malgré les bénéfices que cela propose. Par contre, je me placerai aussi du côté des usagers parce qu'on parle beaucoup des avantages pour les entreprises. C'est clair que ce sera beaucoup plus facile de souscrire des services en ligne. On n'a plus besoin de prendre en photo sa carte d'identité. On voit tout de suite les avantages. Maintenant, il faut aussi se placer du côté des usagers. Le fait que cette identité soit numérique, ça veut dire qu'il va falloir les éduquer. Quand on perd sa carte d'identité, on peut la refaire. On peut lutter contre les vols d'identité, on peut lutter contre les usurpations d'identité. Si on se retrouve avec une population qui déjà a du mal avec les outils numériques, elle peut se retrouver à risque et faciliter les usurpations d'identité. Combien de personnes donnent des informations personnelles juste en recevant un coup de téléphone? Combien de personnes ont vu leur compte de professionnels de formation vidé parce qu'elles ont reçu un SMS leur disant on a besoin de vos codes, etc. Donc on aura ces problématiques-là aussi avec une identité numérique et c'est maintenant qu'il faut le penser et pas quand on va se retrouver avec des plaintes pour usurpation d'identité ou vol d'identité. Justement, c'est quoi un peu vos recommandations aujourd'hui pour les entreprises qui sont dans la salle pour commencer à prendre le sujet à bras-le-corps? Typiquement pour, par exemple, les fintechs que j'accompagne déjà ou les autres fintechs, c'est-à-dire que chaque fintech, même voilà, ça aura une petite fintech ou une moyenne ou une grande. Donc du coup, elle doit s'intéresser à ce sujet-là parce que ça aura un impact sur l'onboarding des clients et sur en fait comment les clients vont avoir leur expérience en fait avec eux. Donc du coup, en plus, enfin, on sait que tout ce qui est fintech et tout, les architectures sont plus agiles. Donc, ce qui ferait qu'ils seraient plus compliant plus rapidement avec la nouvelle identité numérique que certains mastodontes. Donc, du coup, c'est vraiment une belle opportunité pour eux. Agnès, peut-être. Moi, je dirais, je renforcerai le message d'Arwa. Je pense que d'abord, le package européen remet énormément de dynamique dans l'écosystème. Je pense que ça ouvre de nouvelles opportunités et ça met aussi en exergue pour les entreprises la nécessité de se doter de solutions robustes qui permettent de les protéger, de protéger leurs clients, de protéger leurs partenaires et de protéger finalement l'accès à leur système, qu'il soit physique, qu'il soit device ou qu'il soit leurs accès logiques. Je pense que ça ouvre aussi énormément d'opportunités, on l'a dit. Les transactions en ligne vont être dramatiquement fluidifiées, on va avoir une baisse des coûts, on va avoir émergé des nouveaux acteurs, on va aussi pouvoir s'adresser à des clients qui sont en France, mais beaucoup plus loin aussi en Europe. Et donc en termes de terrain de jeu, j'allais dire, on va avoir à la fois une standardisation et une ouverture que certains acteurs, notamment peut-être des plus petits acteurs de la FinTech, n'ont pas nécessairement aujourd'hui. Et donc je le vois vraiment comme une opportunité si on arrive à s'en saisir. Ok. Oui, allez-y, Martine. Oui, pour rajouter une ou deux autres réflexions, je pense malheureusement par le passé, en général, normalisation et agence gouvernementale ne riment pas avec facilité d'utilisation. C'est pas qu'en France. Hein. Et je pense un des challenges pour tout fintech en général qui travaille sur la conversion, sur la facilité d'utilisation, ça va être comment intégrer ces nouvelles approches dans leurs applications et ne pas perdre la moitié du client sur le chemin. Parce qu'en général, on a payé de l'argent pour amener les clients jusqu'à ce point dans le processus. Donc, à mon avis, ça, c'est une vraie crainte. Mais si on s'y prend à l'avance, on peut peut-être éviter quelques encarts.
Oui. D'ailleurs, ça fait un petit peu lien avec le sujet que je voulais évoquer, dans genre perte de clients ou alors problème de conversion. Il y a une autre réglementation qui a pas mal bousculé les fintech. C'était quand même la DSP2, donc la directive européenne sur les services les données de paiement, hein, qui permet effectivement de se connecter aux comptes bancaires. Et là, effectivement, il y a eu beaucoup de soucis au tout début, hein, puisqu'il y en a plein qui n'arrivaient pas bien à se connecter. Donc voilà, les services étaient mauvais. Hein. Vous pouvez demander à des très grandes fintech qui ont beaucoup galéré et d'ailleurs qui continuent un petit peu parce que toutes les banques ne sont pas encore forcément conformes en tout cas les API ne sont pas toutes stables, on va dire. Donc je vais me faire taper sur les doigts. Et du coup, justement, cette DSP2, aujourd'hui, il y a aussi un volet qui est assez intéressant, c'est l'authentification forte. Et c'est pour ça que je voulais l'évoquer avec vous. Il fait qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir deux facteurs d'authentification sur pas mal, dès que vous ouvrez vous voulez accéder à votre compte ou alors vous faites des paiements en ligne. Aujourd'hui, est-ce que les fintech, elles sont vraiment armées ou pas en matière de sécurité là-dessus, ou alors c'est pareil, c'est un projet qui va encore prendre beaucoup de temps. Peut-être Martine. Charlie a eu le malheur de tomber sur moi un des jours quand j'ai expérimenté la SCA de près. Parce que pour voir quelque chose qui était mal agencé, c'en est un. Mon cas pratique, j'ai 3 comptes bancaires. Donc, une des banques m'a prévenu 6 mois à l'avance qu'ils allaient faire du SCA. Ensuite, silence radio jusqu'au jour où c'était mis en œuvre, blocage de ma carte. L'autre, donc je me suis abattu sur ma 2e carte et donc j'essaie de faire la transaction. Pour faire la transaction, j'ai un message, il faut charger l'application. D'accord. Ensuite, il faut charger la clé digitale. Et puis, 20 minutes plus tard, j'essaie de finir ma transaction. Et puis, la 3e banque, j'ai eu toute une série de transactions bloquées, dont un Uber que j'attendais. Il a fait demi-tour parce que la transaction était bloquée. Le prépaiement, super, j'allais à l'aéroport. Le jour d'après Covid. Et en passant du temps, 3 appels au centre d'appel. Sur le 3e appel, ils se sont rendus compte qu'ils ont 3 systèmes d'information. Une base de relations clients, une base de l'interface, le portail Internet, et ensuite le système de cartes. Et mes informations étaient différentes dans les 3 systèmes. Et le numéro de téléphone manqué dans un des systèmes, c'était celui qui s'occupait des notifications. Donc, qu'est-ce que je tire de tout ça? C'est que c'est bien beau de faire des standards et on rajoute des couches et on rajoute des couches de sécurité. Mais si on ne s'occupe pas de l'expérience utilisateur et de parcours client, c'est pour rien. Et surtout, mon expérience maintenant avec la SCA, c'est que quand on essaie d'acheter quelque chose en ligne, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils demandent le CVV. Donc, tout le monde a mon CVV maintenant. Donc, en fait, ce n'est pas qu'on a 2 facteurs. On a simplement remplacé le CVV avec un système lourd et compliqué qui marche moins bien que le CVV. Bon, j'espère qu'il n'y ait pas de prestataires de SCA dans la salle, mais je pense que depuis toujours, il y a cette tension entre la sécurité et la facilité d'utilisation et l'opportunité pour les fintech qui sont plutôt focalisés là-dessus, c'est de réfléchir sur comment implémenter ces nouvelles technologies de manière lisse et de réfléchir à tous les cas d'usage. Parce qu'en général, quand on teste dans les grosses sociétés, on n'imagine pas toutes les bêtises que les gens peuvent faire en utilisant la techno. Diane, ouais. Oui, je vais rejoindre sur la partie expérience utilisateur. Déjà, un point positif, moi je suis contente d'avoir vu ça arriver parce que j'ai vécu une expérience différente et j'aurais bien aimé qu'à cette époque-là, il y ait le 2 facteurs et que ça bloque. Pourquoi? Parce que je suis allée acheter des meubles dans une célèbre enseigne que vous connaissez tous. Et on a du mal à monter les meubles. Et ils m'ont pas. Enfin, j'avais besoin que les meubles soient meublés parce que vous comprenez bien que quand on achète une armoire et qu'on a une petite voiture de ville, on peut pas la mettre dans le coffre de la voiture. Sauf qu'au moment de payer la livraison, ils ne m'ont pas expliqué que c'était un partenaire qui faisait la livraison. Je me retrouve coincée, j'ai déjà acheté le meuble, on est samedi soir, donc bon, je ne vais pas faire autrement, je vais travailler avec le prestataire. Et là, je m'aperçois que ce prestataire a besoin de mes informations bancaires. OK, pas de problème. Sauf que comment est-ce qu'il utilise mes informations bancaires? Il me crée un compte sans me demander mon avis, le mot de passe, c'est mon prénom, et il saisit toutes mes coordonnées bancaires. Et je le sais après avoir payé. On est samedi soir, je prends l'avion pour aller à l'autre bout du monde le lundi. Le lendemain, c'est dimanche, je ne peux appeler personne.
Comment je fais pour changer le mot de passe? Je vais sur leur compte en ligne, impossible de changer le mot de passe. Et je vois bien que toutes mes coordonnées sont présentes. Seule solution, bloquer la carte. Et je voyage le lundi. Il y aurait eu le double facteur. Il y aurait eu le double facteur, j'aurais été beaucoup plus rassurée parce que j'aurais su que toute personne qui avait accès à mes coordonnées bancaires ne pouvait pas faire de transaction parce que j'allais recevoir le SMS. Donc, c'est une expérience un peu différente. Maintenant, sur la partie expérience utilisateur, là, je vous rejoins totalement parce qu'on a toujours tendance à opposer la facilité d'usage et la sécurité. Et on oppose ça dès le début, ce qui fait que quand on réfléchit à l'expérience utilisateur, on réfléchit avec déjà ce mindset-là. On réfléchit en se disant, de toute façon, la sécurité va nous empêcher d'avancer et on ne se dit pas quels sont les bénéfices qu'on pourrait avoir avec cette sécurité supplémentaire. Un cas concret qu'on voit en entreprise, c'est le SSO, l'authentification unique. C'est quelque chose qui a été mis en place pour des besoins de sécurité, pour éviter que les utilisateurs ne se retrouvent avec de nombreux mots de passe. Et aujourd'hui, ça leur facilite la vie parce que finalement, ils se connectent une fois et ils ont accès à toutes les informations dont ils ont besoin, ils ont accès à toutes les applications. Donc vraiment, je rejoins totalement, il faut penser l'expérience utilisateur, mais en gardant la sécurité comme aussi un moyen d'atteindre les objectifs et pas en pensant la sécurité comme un frein dès le départ. Parce que sinon, forcément, vous allez trouver des solutions avec la sécurité comme un frein. Arwa, peut-être, ou Agnès, vous avez aussi une histoire comme ça à nous raconter, une anecdote? Non, je n'ai pas acheté d'armoire. non, c'est pas grave. C'est intéressant et effectivement, l'usabilité et la sécurité, il y a des travaux au CNRS par rapport à ce sujet et de façon générale, même, pourquoi j'encouragerais, je suis en train d'encourager mes propres clients fintech et d'autres fintech à se pencher sur l'identité numérique européenne qui est en train de se construire et la boîte à outils qui est en train de faire, que vont lancer les États membres d'ici septembre 2022. Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, ils sont à l'écoute. Il ne faut pas croire que l'Europe ou la Commission européenne, ils aiment faire les choses de leur côté. En fait, pour avoir travaillé avec la Commission européenne, je sais qu'ils sont à l'écoute et que, pour cette usabilité-là, ils ont besoin en fait que le secteur privé donne aussi en fait ses feedbacks. Donc, n'hésitez pas. Merci. Donc ça veut dire en gros, avec tout ce que vous nous dites, que simplicité et sécurité, c'est pas du tout compatible. Comment on fait? Ce n'est pas que ce n'est pas compatible, c'est simplement ce n'est pas facile. Et c'est qu'il faut le penser vraiment dès le départ, il faut avoir ce mindset. Je vais rentrer un peu dans des cas concrets quand on parle de sécurité. Ce qu'on oublie souvent, c'est que le point important, c'est l'approche par les risques. Il ne s'agit pas de déployer des outils ou des mesures juste pour le plaisir de le faire. Il faut vraiment comprendre quels sont les risques. Et c'est une fois qu'on a compris ces risques-là, une fois qu'on a évalué le niveau de ces risques-là, on décide si c'est acceptable ou pas. Et seulement si ce n'est pas acceptable, on réduit. Mais quand on réduit, il faut choisir aussi des mesures en pensant à ce qui va se passer après. Exemple concret, vous construisez un bâtiment, vous mettez des portes blindées partout, mais vous avez des fumables dans le bâtiment. Ils en ont assez de badges à chaque fois qu'il faut entrer et sortir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent la porte blindée ouverte. Donc, vous avez une super mesure qui est votre porte blindée avec nécessité un badge pour accéder au bâtiment, mais qui ne sert à rien parce que les utilisateurs, un, n'ont pas compris à quoi ça sert, deux, la contournent. Donc ça, c'est vraiment une problématique que nous intégrons quand on parle de sécurité, c'est s'assurer toujours que ça ne va pas dégrader l'expérience utilisateur à tel point qu'ils vont juste trouver des moyens de contourner les règles mises en place. Super, super clair. Je voulais quand même, là comme on a sûrement quelques fintech aussi dans la salle, hein, c'est un peu aussi le thème de la journée, et on a évoqué tout à l'heure ce matin un peu le paiement fractionné, hein, qui est aujourd'hui une grosse tendance dans la fintech. Il y a pas mal d'acteurs qui se sont lancés, avec forcément d'autres problématiques de fraude, etc. Aujourd'hui, c'est quoi concrètement les risques en matière de cyber pour une société qui est dans le paiement fractionné, puisqu'on commence à voir d'ailleurs quelques petits scandale, hein, même le plus gros acteur, Klarna, s'est un peu fait taper sur les doigts. Donc peut-être, Arwa, vous, qu'en plus, il y avait des clients fintech.
Oui, donc du coup, par rapport au paiement fractionné, c'est une tendance de plus en plus forte. Vous l'avez certainement observé, notamment de par le Covid. Il y a de plus en plus de vendeurs buy now, pay later. Donc du coup, ça tout ce qui est paiement fractionné, donc sur 4 fois, sur 6 fois, Donc exemple. Donc en fait, c'est-à-dire que le souci en fait, c'est que les fraudeurs maintenant se basent sur des techniques de cybersécurité pour frauder. Donc typiquement, par exemple, ils prennent des clients existants en fait d'une marque donnée qui donne en fait la possibilité de faire du paiement fractionné. Dans le calcul de score correspondant en fait est favorable. Donc du coup, ça veut dire que lorsque cette personne-là fait un nouvel achat, c'est-à-dire qu'elle serait en fait acceptée par rapport aux achats niveau risque, niveau calcul de risque. Et donc du coup, ça veut dire que c'est presque qu'ils capitalisent sur la confiance que donnent en fait les vendeurs sur par rapport aux clients existants pour pouvoir faire acheter vraiment des produits. Donc du coup, avec l'argent des clients dont ils ont usurpé l'identité. Et du coup, et pourquoi ils le font en BNPL et pas en fait ils achètent avec toute la somme. C'est pour passer en fait à travers les gouttes. C'est pour ne pas faire éveiller ni trop de soupçons, ni par rapport au client qui a connu l'usurpation en fait d'identité ou de compte, ni par rapport aux vendeurs en question. Donc du coup, c'est un vrai sujet en fait de faire en sorte de se protéger contre les techniques de cyberattaques que font en fait les fraudeurs actuellement. Notamment, par exemple, une des pistes, c'est d'utiliser bien sûr l'intelligence artificielle, mais surtout de se baser sur, on va dire, des techniques. Par exemple, c'est lorsque quelqu'un en fait il achète des choses, par exemple depuis, je donne un exemple, la Croatie, et que en fait le client dont on a usurpé en fait le compte, il est aux États-Unis ou etc. Donc du coup, il y a donc l'adresse de livraison, elle est aux États-Unis. Donc du coup, ça c'est un signal. Il y a d'autres signaux comme ça. Donc du coup, en fait, là actuellement, il y a des travaux autour de l'intelligence artificielle pour parer par rapport à ça, mais c'est un vrai sujet en sécurité là actuellement, les techniques de cyberattaque utilisées par en fait les fraudeurs pour exploiter le BNPL. Et plus largement, parce qu'il n'y a pas que évidemment les boîtes dans le BNPL, toutes les fintechs aussi ont des grosses problématiques de cyber. Et d'ailleurs, quelle que soit leur taille, il ne faut pas croire que c'est les plus grosses qui sont touchées. Pour se protéger, en gros, est-ce qu'il faut des gros moyens ou pas? Parce que quand on est une petite fintech, on se dit, alors là, je vais peut-être pas miser tout là-dessus. Est-ce que il faut un gros budget cyber ou pas? En fait, tout dépend du moment à partir duquel on a commencé à aborder le problème. Ouais, mais je prends souvent l'exemple du sport avec tous ceux qui font de la remise en forme ou de ceux qui veulent apprendre à jouer un instrument. Quand on a commencé à apprendre quand on était tout petit, c'est beaucoup plus facile que quand on commence à l'âge adulte. La même chose avec la sécurité. On ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. Quand on commence à travailler sur ce sujet dès le départ en investissant là où c'est important, dans le temps, oui, il y a un budget qu'il faut mettre, mais c'est beaucoup moins coûteux que de ne rien faire et d'attendre le jour où on est victime d'une cyberattaque. Et quand Arwa parle de cybercriminels qui utilisent des techniques de cyberattaque, ça a des conséquences concrètes aussi pour l'entreprise, parce que certes, ils ont usurpé l'identité d'un client, mais ce client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va porter plainte. Donc la gendarmerie, un jour, va vous envoyer une assignation ou vous demander de fournir les adresses IP utilisées lors de la transaction. Si votre architecture n'est pas conçue pour fournir ces éléments-là, vous êtes excusez-moi du terme, mais vous êtes un peu dans la panade, surtout si à chaque fois, vous n'êtes pas capable de fournir les informations que la gendarmerie demande. Et ça, c'est du concret, parce que dès que la personne porte plainte, si c'est traité, et si ça arrive à un certain point, on vous demandera de fournir les éléments pour faire avancer l'enquête. Et ils les veulent, ces éléments. Il y a le côté aussi confiance des utilisateurs, confiance des collaborateurs. Ça devient de plus en plus un moyen de gagner la confiance de ces personnes-là. J'ai travaillé dans une société elle a été victime d'une cyberattaque, mais finalement, ça a renforcé le lien avec ses clients parce qu'elle a choisi la transparence, nous avons choisi la transparence dans la communication, et finalement,
ses clients se tournaient vers elle pour demander des informations concernant des cyberattaques dont leur banque était victime. Et donc, elles appelaient cette entreprise, elles disaient, mais qu'est-ce qu'on fait? Ma banque a été victime d'une cyberattaque, ils m'ont envoyé le courrier, mais qu'est-ce que je fais? Et donc, ça permettait vraiment de renforcer ce lien-là, parce qu'ils savaient qu'en se tournant vers cette entreprise, ils allaient avoir des informations concrètes et transparentes, et si on n'était pas capable de leur répondre, on allait leur dire. Donc, au-delà vraiment de cet aspect, de cette difficulté, il faut voir aussi que c'est un investissement pour renforcer la marque de l'entreprise en tant que vendeur de services à ses clients. Et c'est un bon moyen de nouer la relation avec ses clients, de la renforcer et de créer du lien. Martine, Agnès, peut-être quelque chose pour rebondir effectivement sur... D'abord, je voudrais, sans rentrer dans les détails, absolument confirmer ce que Diane vient de dire. Dans le cadre du pass sanitaire, nous sommes nous-mêmes confrontés à des problématiques de fraude, et donc on doit faire pour certains de nos clients pour lesquels nous opérons les solutions, l'extraction des logs qui permettent en fait à la justice de travailler. Et je peux vous dire que c'est absolument fastidieux et c'est un travail de fourmi voilà, dont on se passe bien et qui effectivement mérite qu'on y pense largement avant et qu'on prenne ce sujet à bras-le-corps. Maintenant, je pense que je suis assez d'accord avec la métaphore sportive. Et pour continuer à la filer, on peut aussi commencer en marchant, j'allais dire. Hein. La marche n'est pas forcément hyper haute. Je sais qu'à IN Group, par exemple, on a des solutions en SaaS qui sont mutualisées et qui permettent, elles sont security by design, et donc elles permettent à des petits acteurs d'accéder à des solutions d'identité qui sont robustes et qui leur permettent, à un coût qui n'est pas nécessairement très élevé, d'avoir accès à des solutions qui les sécurisent. Donc ça se démystifie aussi. Je pense qu'on est, compte tenu de l'évolution des usages et le contexte pandémique l'a accéléré aussi. Pour certains des usages de nos clients, on a vu en quelques mois des usages passer de quelques milliers par mois à des millions de transactions. Donc voilà, donc il y a une accélération, on la touche pas forcément du doigt, mais je pense que c'est une tendance qui est absolument forte et qu'il faut prendre en compte maintenant dans l'approche business. Et encore une fois, la marche n'est pas absolument nécessairement infranchissable. Deux choses, moi je dirais, c'est les cybercriminels ils suivent l'argent. Donc la première chose, c'est d'évaluer votre risque. Si vous êtes une plateforme de paiement et vous brassez des milliards, vous êtes ainsi privilégié. Il y a plein de fintech qui ne le sont pas. Donc ensuite, il y a l'aspect humain, parce que les attaques que je connais, en général, il y a une défaillance humaine quelque part. Et donc, ça, c'est une question de culture d'entreprise, de formation continue. Donc, on peut réduire le risque. Et puis, heureusement, il y a de plus en plus d'outils dans le cloud. Donc, quand on commence avec peu de choses, en fait, on peut les louer. Ouais, super. Et autre spécificité, on va dire quand même des fintechs, c'est qu'elles travaillent avec énormément de prestataires, de partenaires. Enfin, sont imbriqués, on a l'impression, entre le PSP, effectivement, la plateforme de banking, l'émetteur de cartes, enfin, on en passe. Est-ce que du coup, ça signifie qu'il y a encore plus de problématiques à traiter? Comment ça se passe? Il faut sensibiliser en plus tous les partenaires qu'on a, parce que s'il y en a un qui tombe, on tombe. Ça me fait penser juste là, l'affaire Wirecard, c'était pas de la cybersécu, mais on a vu qu'ils sont tombés quand même, et énormément de fintech sont tombés avec eux, quoi. Ils se sont retrouvés sans rien du jour au lendemain. Donc je me demandais, voilà, et aussi, quel est le point d'attention Tout à fait. Par rapport à la gestion, tout ce qui est tiers, c'est un sujet très très important de façon générale dans la cybersécurité et du coup aussi pour tout ce qui est fintech. C'est-à-dire que clairement, lorsqu'on est une fintech, lorsque un bout ou une bonne partie de notre système d'information, soit il est géré, soit il est exploité, soit il est hosté par des tiers, on se doit en fait de exiger en fait d'avoir des exigences
cybersécurité envers ces tiers et surtout aussi de vérifier. Et en fait, on peut le faire. Enfin, avec les fintech avec lesquels je travaille, on le fait. C'est-à-dire qu'on va voir en fait leurs sous-traitants et dans le contrat, il y a des exigences cybersécurité et aussi on audite en fait leurs propres fournisseurs. Il faut savoir, juste un exemple avec la fintech néo-banque, on va dire même ça, qui s'appelle Dave. En fait, il y a eu, c'était le premier semestre 2020, il y a eu une cyberattaque de par un ancien fournisseur en plus, Waydev, qui a causé en fait du tort à 7 millions et demi de ses clients. Donc du coup, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, en fait, la nouvelle, il y a une loi européenne qui va très probablement être votée. Encore une, mais celle-ci, elle est très spécifique pour tout ce qui est services financiers, donc du coup très importante. Elle s'appelle DORA, donc du coup c'est facile à retenir du coup. Donc c'est Digital Operational Resiliency Act, donc tout ce qui est pour la résilience opérationnelle digitale dans un des axes, c'est sur la gestion des tiers et comment s'assurer en fait que les tiers sont sécurisés et qu'ils offrent un service sécurisé. Il faut savoir que DORA, et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que c'est pour les services financiers, mais c'est pas assez connu. Je discutais encore avec l'AMF en fait avant-hier par rapport à cette histoire de DORA et je lui ai dit en fait je vais pouvoir en parler aussi dans le cadre de ce forum. En fait, c'est une loi européenne, elle n'a pas la même échelle que la GDPR, mais pour les services financiers, c'est très structurant parce qu'en fait, il y aura des sanctions si on n'est pas conforme à DORA. Et en fait, il faut savoir que DORA, c'est 4 axes. Le premier axe, c'est tout ce qui est gestion du risque informatique. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est lié à la gestion des incidents. Avec, en fait, lorsqu'il y a des incidents majeurs, ça doit être remonté au superviseur. Il y a aussi tout ce qui est tests de sécurité, les tests de sécurité qui vont être renforcés. Donc, du coup, des pen tests renforcés. Et ça avec un peu plus, on va dire, de technicité. Et le quatrième point, par rapport à tout ce qui est les gestions de tiers. Et en fait, l'idée, c'est que normalement, ça doit être voté début 2022 et entrer en vigueur vers 2024, vers 2025, normalement. Donc, du coup, c'est pas à 100% sûr, mais c'est dans ces échelles-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, les fintech, les services financiers, parce que le scope de DORA, il est assez large. Donc du coup, de toute façon, toute fintech, moyenne, petite, grande, sera impactée par DORA, soit directement, soit indirectement. Donc du coup, c'est un sujet important. Et deuxième sujet important aussi par rapport à ça, c'est que dans tout ce qui est les contrôles qui seront réalisés par l'AMF, vous savez que l'AMF, elle fait des contrôles assez régulièrement, donc l'autorité des marchés financiers. Donc ce qu'ils ont dit, c'est que en fait, l'AMF maintenant, elle introduit la cybersécurité dans ses contrôles. Il faut savoir qu'avant, elle ne le faisait pas. Elle a fait un pilote avec avec les contrôles, c'était en 2019 et en 2020. Et du coup, ils ont constaté qu'il fallait en fait faire des contrôles cybersécurité. Et donc, du coup, maintenant, en fait, dans les contrôles classiques que font l'AMF, il y a la partie cybersécurité. Super, Diane, ouais, peut-être pour compléter. J'ajouterais déjà sur cette partie de contrôle que c'est déjà le cas avec la CPR qui travaille étroitement avec la Banque de France pour réaliser des contrôles en intégrant la cybersécurité. Et pour revenir... C'est justement ça, en fait, entre l'AMF et la CPR. En fait, ils l'ont fait en mode pilote en 2019 et 2020, et maintenant, ça entre comme quelque chose de classique, de facto. Parce que moi, je l'ai vu dans la plupart des PME avec lesquelles j'ai travaillé, qui sont dans le secteur de l'assurance, dès qu'on discute avec la CPR, les sujets cybersécurité reviennent. Donc, accessoirement, les DSI ont un peu de mal à écarter les RSSI maintenant des discussions. Mais pour en revenir à la question de départ concernant l'écosystème des startups et des fintech, en fait, il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte. La première chose, c'est qu'il y a des fintech dont le business model, c'est de travailler avec des grands acteurs de la finance. Et ce qu'on a vu, c'est que les cybercriminels n'attaquent plus directement ces grands acteurs-là parce qu'ils ont des années d'avance en termes de sécurisation de leur système. Donc, c'est très coûteux. Ils le font toujours, mais c'est très coûteux d'attaquer ces acteurs-là. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Ils passent par les sous-traitants.
qui très souvent sont beaucoup moins sécurisés. On parle d'attaques sur la supply chain. On l'a vu avec le scandale SolarWinds. Bon, ce n'était pas directement des fintech, mais un sous-traitant qui se fait hacker et ça infecte des dizaines et des dizaines de clients. Donc ça, c'est une tendance de fond qu'on voit arriver aujourd'hui. Ils passent par les sous-traitants pour essayer d'atteindre des grands acteurs. L'autre tendance qu'il faut garder aussi en tête, c'est que la cybersécurité, et là je parle pour ceux qui sont en train d'essayer de lever des fonds, ça commence à rentrer aussi dans les discussions concernant les levées de fonds. Les agences de notation intègrent des notes cybersécurité maintenant. Moody's travaille avec une société israélienne pour pouvoir sortir des notations et intégrer. Il y a des entreprises qui ont vu leur note en bourse dégradée à cause de problèmes de cybersécurité. Il y a des entreprises qui aujourd'hui sont spécialisées dans la notation cybersécurité d'autres entreprises. Il y a des cas de rachat d'entreprises où on a vu le prix de rachat de l'entreprise diminuer parce que l'entreprise qui allait être rachetée avait été victime de problèmes de cybersécurité. Et on a vu le cas d'entreprises qui ont racheté une entreprise tierce et s'est pris une amende parce que le tiers avait eu un incident de sécurité et ça a été traité des années après. Donc tous ces éléments-là rentrent aujourd'hui dans la discussion, même quand on parle de financement, même quand on parle de rachat, même quand on parle d'introduction en bourse. Bon, et le mot de la fin, déjà, mais il faut qu'on soit à l'heure. Peut-être, c'est quoi un petit peu, s'il y avait un point, chacun, voilà, à retenir assez rapidement, voilà, un point, peut-être un aspect qui est trop négligé selon vous, c'est quoi la tendance qu'il faut regarder, voilà, en quelques mots. Je vais commencer si vous le permettez. Moi, on l'a un petit peu évoqué, mais pas tellement. Je pense qu'un élément important dans l'évolution du secteur, c'est la capacité à donner aux individus, aux clients, aux usagers la maîtrise de leurs données. Et de s'assurer, j'ai bien apprécié l'histoire de tout à l'heure de l'armoire et du compte en banque, que chacun de nous sache comment les données sont utilisées. Et je pense que c'est la spécificité du modèle français dans le contexte européen. Et en ça, ça offre une alternative et le modèle se distingue significativement des modèles américains qui sont plutôt axés business et des modèles chinois qui sont plutôt à l'autre extrême du spectre, axés sécurité. Pour l'écosystème, ça veut dire qu'il faut qu'on soit en capacité de développer des alternatives et des offres d'identité numérique et de sécurité qui soient compétitives à l'échelle internationale. Et moi, je crois beaucoup à la nécessité d'un écosystème hybride, une solution hybride dans lequel l'État et le cadre européen fournissent le socle, mais le secteur privé et les entreprises, les industriels apportent les solutions innovantes qui sont en phase avec les usages des différents secteurs, que ça aille de la finance à la santé. Ok, Arwa, Timo. Oui, avec plaisir. Dora. Donc, c'est vraiment Dora. N'oubliez pas Dora. Donc, vraiment, c'est Digital Operational donc Resiliency Act. Donc, il va entrer donc en vigueur en 2024-2025 normalement. Et aussi le faux sentiment de sécurité. C'est-à-dire que je vois beaucoup trop de fintech en fait qui pensent que lorsqu'on fait un pentest ou deux l'année, on est sécurisé. Une fois qu'on a la licence, on fait un pentest ou deux, donc c'est bon. C'est vraiment en fait un vrai faux sentiment de sécurité. Rien qu'un exemple, si par exemple on se dit qu'on fait un pentest en janvier et qu'on fait le prochain janvier de l'année prochaine, quid de ce qui va arriver en fait pendant le laps de temps, des choses qu'on aurait pu détecter si on avait réellement fait de la sécurité. Donc du coup, faut vraiment se sécuriser pour se conformer aux législations et pour protéger et être à la hauteur de la confiance de ses clients. Diane, Timo. Oui, je dirais il y a deux choses. La première, c'est l'approche par les risques, parce qu'on ne déploie pas des outils juste pour le plaisir de le faire. Ça va fonctionner un temps, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vraiment, sachez quelle est votre exposition, sachez quels sont vos risques, qu'est-ce qui est acceptable ou pas, et traitez les risques qui ne sont pas acceptables. Et quand vous avez cette approche-là, quand vous êtes en discussion avec des autorités de contrôle, les échanges sont beaucoup plus fluides que quand vous ne savez pas quels sont vos risques et pourquoi vous les avez traités. Le second point sur lequel je finirai, c'est la culture d'entreprise. Souvent, en cybersécurité, et nous avons une personne qui l'a bien dit, l'un des premiers points de départ des attaques, ce sont les personnes. Donc la culture d'entreprise est très importante, mais pas que la culture cybersécurité, mais la culture en général.
Et je finirai sur cet exemple. Si vous avez une entreprise dans laquelle le mode de fonctionnement, c'est on traite la demande de la personne qui crie le plus fort, mais vous avez des cybercriminels qui utilisent des techniques d'ingénierie sociale et qui vont appeler et qui vont crier très fort et vous allez vous retrouver victime de la fraude au président. Donc la culture de l'entreprise en général, elle est très importante et pas que la culture cybersécurité. Et enfin, Martine, dernier mot pour l'homme. Je pense, vu la puissance, mais les risques d'une identité forte locale sur le téléphone, il faut que tout le monde travaille sur des interfaces, des parcours clients vraiment robustes, qui évitent les erreurs et donc l'erreur humaine, parce que si jamais on perd ses identifiants sur le téléphone, on est mal. Mais écoutez, merci beaucoup à vous quatre d'être venus, d'avoir fait beaucoup de pédagogie, c'était super intéressant. Merci à vous, on va faire une petite pause et on reviendra pour tout ce qui est épargne à 16h30, puisque à 16h, nous avons la visite de Cédrico, donc l'actuel secrétaire d'État au numérique, qui sera dans la salle au milieu. Sinon, on se retrouve après à 16h30. Merci.